à tous, en direct de Sant'Expo sur le stand La French Care BPI France avec cette question cruciale depuis la crise Covid, comment relocaliser un certain nombre de productions de médicaments en France et ce qui est une question qui donne aussi à réfléchir sur la souveraineté de la France, la souveraineté sanitaire. On va donc en parler avec nos deux invités qui sont sur le plateau. Victor de Margerie, bonjour. Victoire de Margerie, bonjour. Fondatrice et présidente exécutive de Rondol Industries, et Christophe Echen-Baron, bonjour, directeur R&D de Sequence. Sequence. Alors c'est pas facile, hein. Sequence, voilà, j'avais une troisième possibilité encore, Sequence. Alors je vais me tourner vers vous, justement, Christophe Echen-Baron, avec cette question toute simple, mais qui doit être plus compliquée à répondre. Comment est-ce qu'on relocalise en France la production des médicaments ? Alors vous avez raison, c'est pas simple en fait. On ne peut pas faire un copier-coller de ce qui est fait ailleurs, et notamment en Asie, et de le reproduire en France tel quel. C'est impossible. Tout simplement parce que pour réussir à le faire, il faut à peu près 3 critères importants. Il faut que le coût soit acceptable, et la rentabilité ensuite soit acceptable et supportable par l'entreprise et le système de santé. La deuxième chose, il faut que la qualité du produit, la qualité qui permet d'avoir, d'un point de vue sanitaire, le bon produit, est extrêmement important. Et le troisième point, c'est le côté développement durable, c'est-à-dire avoir un produit qu'on puisse produire dans des conditions suffisamment compatibles avec une empreinte environnementale améliorée. Donc ces 3 critères font qu'on ne peut le faire qu'en amenant des procédés innovants, et notamment sur l'aspect chimique. C'est-à-dire comment développer une nouvelle voie d'obtention du principe actif. On parle du principe actif, hein. Dans le médicament, il y a le médicament complet, mais à l'intérieur, il y a une molécule qui permet de le rendre actif pour soigner une maladie. Et c'est bien ça qu'il faut qu'on fasse de manière innovante pour satisfaire aux 3 critères que j'ai évoqués, sécurité du médicament, qualité et coût. Alors, et c'est une question effectivement cruciale, puisqu'aujourd'hui, les 2 tiers des médicaments qui sont consommés en France et en Europe sont produits, vous le disiez, en Asie. Donc, cette question est cruciale. Victoire de Margerie, comment est-ce que, chez Rondol Industries, vous avez réussi à innover pour relocaliser? Quels partenaires vous êtes allé chercher? Comment est-ce que vous avez pu, quelles solutions vous êtes allé chercher? Alors, en fait, nous, on ne fabrique pas les produits, mais on fabrique les machines qui fabriquent les produits. Et donc, nos grands concurrents, ils existent depuis des dizaines d'années et ils sont tous en Amérique du Nord ou en Allemagne. Donc là, ce n'est pas d'Asie qu'il fallait relocaliser, mais c'était d'Allemagne ou d'Amérique du Nord. Et je vais reprendre les critères de Christophe parce qu'à mon avis, c'est vraiment ce qu'il faut toujours avoir en tête. Il faut que ça soit économique, donc il faut qu'on arrive à baisser le coût. Il faut que ça soit écologique, donc on améliore l'empreinte. Et il faut qu'on améliore la qualité du produit. Et c'est ça qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on est allé développer une machine qui est verticale au lieu d'être horizontale. Ça a l'air bête, mais ça permet de gagner 80% de la salle occupée en salle blanche. Donc on divise par 5 le coût d'installation de la machine parce qu'on utilise 0,5 m² au lieu de 2,5 m². Ça a l'air bête, mais c'est super important. Ensuite, on a travaillé sur une amélioration du contrôle du procédé qui permet qu'aujourd'hui, on peut doser beaucoup mieux. On peut avoir une précision de dosage à l'intérieur d'une formulation du médicament qui est excellente, ce qui permet d'en mettre moins dedans et donc là aussi moins cher. Et sur la qualité, cette qualité dont parlait Christophe aussi, c'est de permettre de mélanger extrêmement bien le principe actif à l'intérieur de l'excipient, de façon à ce qu'il j'ai utilisé un anglicisme, mais qu'il targete bien la tumeur à l'intérieur du corps au lieu de se balader et de s'installer un peu sur l'estomac et un peu sur le foie, là où il ne devrait pas s'arrêter. Donc cette qualité du médicament, c'est aussi grâce à cette machine qu'on a pu développer et qu'on a installée en France, à Nancy. On est très fiers de ça. Alors là, on voit très clairement l'innovation pour relocaliser. Il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est comment on collabore en fait et comment on va aller chercher des partenaires. Et là aussi, Victoire de Margerie, vous avez un exemple à nous apporter. En fait, l'exemple, il est drôle, c'est parce que depuis le départ, on a voulu développer ces machines pour des applications pharma. Mais au début, on n'a intéressé personne dans le domaine de la pharma, qui est quand même une industrie assez conservatrice. Et donc, pour se financer, comme on n'intéressait pas les clients, comme on n'avait pas de financeurs, les banquiers ne nous prêtaient pas d'argent, on n'avait pas de subvention, et bien, il a fallu qu'on trouve un partenaire qui nous a aidés à nous financer en utilisant exactement les mêmes machines, mais pour faire autre chose. Et donc, notre grand partenaire aujourd'hui, c'est un groupe japonais qui s'appelle YKK, qui est le leader mondial de la fabrication des fermetures éclairs pour les jeans. Ah oui, donc effectivement, vous êtes parti vraiment sur un autre domaine. Voilà, exactement. Et donc, voilà, on les a aidés. Et aujourd'hui, donc, on a installé notre première machine en Angleterre.
en 2016, la deuxième au Canada en 2020 et la troisième en France en ce moment. Et entre-temps, grâce au fait qu'ils nous ont aidés à nous financer, à nous mettre en valeur, et quand même pouvoir dire quand une petite entreprise est à Nancy et vend des machines à un groupe japonais, ça donne quand même tout de suite une image de qualité. Et bien on a pu convaincre. Alors après, on a été aussi un peu aidé par le Covid, mais j'y viendrai après où je vais peut-être laisser Christophe parler du Covid et comment on s'est rencontrés. Voilà. Alors effectivement, oui, ça m'intéresse parce que je retiens écologie, économie et qualité. Et là, vous avez dit, il faut arriver à mélanger la quantité qu'on mélange et puis comment on mélange les principes actifs dans l'excipient. Et là, je crois que c'est là en fait où vous intervenez parce que du coup, vous rendez possible l'idée quelque part. Voilà. C'est exactement ça. En fait, dans le médicament, on a deux points qui sont importants dans la synergie entre ce qu'a fait Rondol et Victoire et ce que nous et nos besoins. Un médicament, enfin les médicaments développés, les nouveaux médicaments sont de plus en plus complexes et le principe actif, en fait, c'est tout bête, hein, il est de moins en moins soluble dans le corps. Donc, si vous prenez quelque chose qui n'est pas soluble dans le corps, il va juste pas être efficace. Donc, il faut le rendre soluble. La technologie d'extrusion, en l'occurrence, de Victoire permet, alors c'est un mot un peu technique, d'amorphiser, peu importe, mais on fait simple, une molécule qui est absolument insoluble, on la rend beaucoup plus soluble et donc capable d'être administrée dans le corps humain. Et pour faire le lien avec le monde des biotech, hein, il y a beaucoup de biotech qui échouent en phase clinique parce que la molécule n'est pas suffisamment soluble. Et donc, la molécule, intrinsèquement, elle a du potentiel, elle marche bien quand on fait des essais sur in vitro, ce qu'on appelle in vitro, c'est-à-dire pas chez l'homme. Et dès qu'on passe chez l'homme, ça ne marche plus parce que ce n'est pas assez soluble. On fait la combinaison avec la techno et là, on rend la molécule soluble. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi avoir des formes d'administration qui sont plus simples. Si on doit choisir, vous comme moi, entre une intraveineuse et un comprimé oral, je pense que la majorité des gens vont choisir la voie orale. Enfin, c'est un moyen, alors pas dans tous les cas, hein, mais au cas par cas, on peut, grâce à cette technologie, amener un principe actif qui n'est pas formulable par voie orale en voie orale. Donc du coup, on innove, on change ce qui se faisait pour en faire autre chose et on collabore parfois avec des partenaires un peu inédits et auxquels on ne pensait pas pour arriver du coup à créer ces nouveaux médicaments et surtout ces médicaments qui peuvent être plus facilement aviser leur cible. Est-ce que vous pouvez nous donner, Victoire de Margerie, un exemple de maladie et de médicaments qui a pu être mieux développé? Ah oui, tout à fait. En fait, on s'est rendu compte pendant le Covid qu'il y avait un certain nombre de maladies infectieuses, notamment en Afrique, qui étaient assez mal soignées parce que les traitements coûtaient très cher. Et notamment la malaria infantile. C'est un truc hallucinant parce que quand on pense qu'on a fermé la France pour 80 000 morts, il y a quand même 460 000 enfants de moins de 5 ans qui meurent tous les ans en Afrique de la malaria. Donc on s'est dit quand même, il doit y avoir quelque chose. Et il y avait un seul médicament qui était recommandé par l'OMS et ce médicament a dedans un principe actif qui s'appelle le luméfantrine qui est hyper efficace mais qui a des effets secondaires importants et qui coûte très cher. Donc on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment est-ce qu'on pourrait faire un proof of concept comme disent les Anglais avec la luméfantrine. Et donc on a travaillé avec l'université de la Queen's University à Belfast, qui est un des grands centres de maladies infectieuses, pour essayer de comprendre avec eux comment est-ce qu'on pouvait utiliser notre machine pour utiliser la moitié de la dose de luméfantrine. Et on est quasiment en train d'y arriver, on a déjà des résultats incroyables. On va publier un papier dans International Journal of Pharmaceutics d'ici la fin de l'année, et on montre qu'en utilisant la moitié de la dose, et du coup, on supprime quasiment les effets secondaires. Et évidemment, on baisse drastiquement le coût du médicament. Et au lieu d'atteindre peut-être 10% des enfants africains qui en auraient besoin, on va peut-être pouvoir en atteindre 50%. Voilà. Et là aussi, en plus, vous avez une solution avec ces machines que vous expliquez qui permettent, alors là, ce n'est pas une relocalisation en France face aux pénuries de médicaments, mais finalement, le problème est le même partout. Et donc là, vous arrivez à produire localement. Alors, notre machine, elle a ma taille, elle est sur des roulettes. On peut la mettre à peu près où on veut. On peut la mettre dans un hôpital si on veut faire des médicaments sur mesure pour soigner le cancer. On peut aussi la mettre en Afrique dans un village si on veut pouvoir soigner tout le village. Parce que c'est petit, facile et on a une flexibilité incroyable pour développer toutes les formes pharmaceutiques qu'on veut sur cette machine.
Voilà. Est-ce que cet exemple avec la malaria très concret, on peut le reproduire pour les autres médicaments essentiels qu'il faut reproduire en France? Alors, en fait, oui. Alors, de manière générale, alors je vais revenir pour élargir un petit peu, et je reviendrai à l'exemple concret. De manière générale, j'ai dit au début, relocaliser le principe actif tout seul, il faut déjà faire de l'innovation. Donc nous, c'est ce qu'on a fait par exemple sur un exemple célèbre, le paracétamol, qu'on relocalise, où là, on a complètement changé le procédé pour le rendre viable. Ensuite, il y a effectivement les synergies avec d'autres technologies, comme l'extrusion, où là, il y a deux axes. Il y a l'axe avec les biotech, je l'ai évoqué tout à l'heure. Une biotech, si elle veut réussir à mettre le médicament sur le marché, il faut que très tôt, elle prenne en compte ces problématiques de biodisponibilité dans le corps et donc de formulation. Et donc très tôt, il faut amener des nouvelles technologies, des synergies de technologies. Ça, c'est le premier point. Et après, il y a tout ce qu'on appelle les médicaments génériques qu'on peut aussi améliorer ou amener dans d'autres indications. Alors tu as cité l'exemple de l'aspirine sur lequel on a travaillé, où là l'aspirine, tout le monde le connaît. Maintenant, il peut avoir des intérêts dans d'autres indications que les indications classiques de l'aspirine. On peut penser à l'oncologie ou d'autres domaines, mais il peut y avoir des problèmes de formulation. Et c'est aussi un moyen, par l'extrusion, d'arriver à amener un principe actif aussi célèbre et historique que l'aspirine dans d'autres indications. Donc ça, c'est un autre axe. Donc il y a tout ce qui est molécules innovantes, biotech, qui ont des nouvelles idées. Et là, c'est les amener dans de bonnes conditions dans le corps humain. Et le deuxième axe, c'est de repositionner des principes actifs historiques, alors soit dans la même indication pour améliorer tout ce qu'on a dit tout à l'heure, notamment l'empreinte environnementale, par exemple, ou le dosage, ou alors pour l'amener dans d'autres indications. C'est aussi une chose, je n'ai peut-être pas dit tout à l'heure, c'est vraiment un procédé extraordinairement efficace sur le plan de l'environnement parce qu'il n'utilise aucun solvant. Donc par rapport à beaucoup de formulations pharmaceutiques qui pendant des années utilisaient des solvants, on peut s'en séparer complètement. Et pour revenir sur le cas du paracétamol, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez fait, par quelles innovations vous avez pu reproduire le paracétamol sur le sol français? Alors, je pourrais pas. Ouais, alors je pourrais pas tout dire parce qu'il y a un aspect propriété intellectuelle qui est important. Et je suis pas sûre que je comprendrai tout en plus. Enfin, on peut l'expliquer simplement, mais donc je n'expliquerai pas tout. Mais globalement, c'est notamment autour d'un procédé qu'on appelle en flux continu, peu importe. Mais c'est un procédé qui permet, comme le dit Victoire, d'utiliser par exemple moins de solvants, d'avoir une empreinte à la fin améliorée. Le paracétamol, on améliore de 3/4 l'empreinte environnementale du paracétamol. Donc c'est juste majeur, et c'est une demande majeure de la population évidemment et du marché en particulier. On ne peut pas relocaliser sans prendre en compte dès le début du développement l'empreinte finale du principe actif. Et alors, est-ce que cette empreinte moindre génère un coût plus élevé? Parce que c'est un autre des problèmes qu'on n'avait pas abordé jusque-là de la relocalisation. En l'occurrence, dans l'exemple détaillé du paracétamol, mais on ne peut pas relocaliser dans de bonnes conditions en faisant de l'innovation sans à la fois, là on était supporté par l'État, et deux, sans avoir des accords avec des clients. Ce qu'on a sur le cas du paracétamol avec deux partenaires clés, UPSA et Sanofi. Donc oui, on peut y arriver, mais ça demande beaucoup de travail collégial au sein d'une même filière pour y arriver. Et peut-être aussi, je vais rajouter, c'est que nous, on est dans l'étape suivante du process par rapport à la fabrication du principe actif. Et les machines qu'on met au point, elles coûtent beaucoup, beaucoup moins cher que les machines qui sont utilisées aujourd'hui dans les procédés actuels qui sont eux-mêmes moins favorables à l'environnement. Donc non seulement on améliore l'empreinte environnementale, mais on baisse le coût des équipements. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'assez extraordinaire. Et tu as raison, dans la relocalisation, l'équation économique, elle est évidemment extrêmement importante. Et donc le coût global, ce qu'on appelle le CAPEX dans l'industrie, est à prendre en compte. Et peut-être aussi une dernière chose qu'on a dit tous les deux, mais peut-être de manière assez forte, c'est grâce à ça, on utilise des procédés en continu. Et ces procédés en continu, par rapport aux procédés dits en batch, c'est aussi beaucoup plus efficace, moins cher et plus facile à maîtriser. Donc, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on a travaillé tous les deux pour rendre... Et pour compenser, je dirais, les surcoûts liés au poste France, parce que tout le monde sait très bien que il y a aussi des surcoûts à fabriquer en France. Mais nous, on l'a compensé avec un procédé plus efficace, en continu, qui utilise moins de solvants. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on a travaillé pour compenser les surcoûts de la planète France, on va dire. Alors, cette collaboration, on peut la dupliquer parce que finalement, à vous entendre, relocaliser les 150 médicaments essentiels que l'État s'est fixé dans ce plan de relocalisation, finalement, ce serait presque facile à vous entendre. Pas forcément, parce qu'il y a quand même des tas d'usines qui existent et qui sont équipées d'équipements d'ancienne génération et qui ne sont pas complètement amortis.
Donc on ne peut pas non plus jeter les équipements qui existent pour les remplacer par des équipements neufs, même s'ils sont beaucoup moins chers. Donc il y a toute une phase de transition. Et je pense que c'est cette phase de transition qu'il faut essayer de mener en concertation, intelligemment, en regardant bien. C'est un petit peu comme si on disait demain matin, on peut utiliser que l'énergie solaire et on arrête le pétrole. Tout le monde sait qu'on ne peut pas passer du pétrole à l'énergie solaire en 5 minutes. Il n'empêche qu'il faut le faire. Mais il faut le faire de manière concertée et intelligente. Donc je pense que c'est cette transition qu'on est en train d'essayer de gérer. Et puis en fait, peut-être parce qu'on l'a expliqué assez simplement, mais c'est tout sauf simple en fait. Sinon, on aurait déjà relocalisé 150 médicaments. Je prends l'exemple du paracétamol, ça a été beaucoup d'efforts de R&D. On l'a vu, c'est aussi des partenariats, c'est être capable de faire de la synergie entre différentes technologies. Donc c'est tout sauf simple en fait. Et c'est parce qu'on va réussir à faire ça de mieux en mieux, la collaboration entre académiques et industriels, entre grosses entreprises et deep tech. Et c'est pas en France qu'on est, enfin, on n'était pas forcément les meilleurs. Ça s'améliore grandement. La French Care, par exemple, veut contribuer à ça. BPI supporte ça. Voilà, il y a tout un écosystème français qui se met en place, mais c'est un vrai enjeu et tout le monde l'a réalisé au moment du Covid. On peut pas y arriver en restant statique dans nos silos. Et pour conclure, quelque part, vous êtes optimiste à moyen terme, à long terme, sur le fait qu'on arrive à retrouver une souveraineté sanitaire en France, en Europe. À quelle échéance pour vous? J'entends bien cette transition à accomplir. Moi, je suis optimiste par nature. Donc oui, je pense que si on veut, on peut. Et les points positifs que nous avons, c'est qu'on a des gens excellents partout en France et en Europe. Le petit point faible que nous avons, c'est de pas toujours de faire de l'intelligence collective. Donc on a un peu tendance à être chacun dans son coin et à pas travailler ensemble. Ce que j'apprécie énormément dans la coopération avec Sequence, c'est qu'on essaye vraiment tout le temps de trouver une solution qui fait avancer les deux ensemble. Et je pense que c'est ça si on peut donner cet exemple en France, de faire vraiment travailler les gens ensemble, plutôt que d'essayer de se regarder chacun dans son coin, en chien de faïence. Voilà. Enfin, moi, c'est ma façon de voir les choses. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais... Il faut évidemment rester optimiste. Maintenant, il y a une vraie complexité. Ce n'est pas la relocation en France, c'est forcément en Europe. Il faut tirer parti de la force de l'Europe, c'est évident. Après, il y a un gros travail fait pour y arriver. Ça va prendre un peu de temps. Mais il y a une vraie dynamique française et européenne. Donc, mais il y a une vraie difficulté. Mais il faut aussi financer la transition. Par exemple, regardez les grands groupes industriels allemands aujourd'hui. Ils ont eu une position extraordinairement efficace en achetant du gaz russe. Du jour au lendemain, on leur dit les gars, vous n'avez plus de gaz russe. En termes d'impact sur leur compétitivité, c'est énorme. Et 3 ans plus tard, ils ont déjà trouvé des solutions. Ils sont en train de se remettre en... Enfin, ça ne s'est pas fait comme ça en 5 minutes. Donc je pense qu'il faut aussi, comme tu dis, la complexité, mais aussi le poids. Enfin, je veux dire, les investissements industriels, c'est quand même très lourd. Et ça s'amortit sur 15 ans. Donc dire que du jour au lendemain on va jeter à la poubelle une ligne qui aura été inaugurée il y a 3 ans, c'est pas possible. Et après, il y a un point qui est extrêmement important, c'est qu'on parle d'accélération. À la fin, on a une vraie contrainte réglementaire. Mettre un médicament sur le marché, le modifier, il y a toute la notion de sécurité sanitaire. On ne peut pas faire n'importe quoi. On doit suivre un processus réglementaire qui est très rigoureux, et heureusement. Et ça, il peut être un petit peu accéléré, mais il reste incompressible dans la grande partie de son déroulé. Donc, on a quand même une contrainte qui est liée, et heureusement, à ces contraintes sanitaires. Merci pour cet exemple de collaboration. Victoire de Marjorie pour Rondol Industries et Christophe Eschenbaron pour Sequence. Je l'ai bien dit cette fois-ci. Merci bien. Au revoir. Merci, au revoir.